Salut à tous, bienvenue donc dans cette deuxième partie de Arteg en live. Voilà, donc nous sommes avec deux invités que je vais bientôt vous présenter. Juste un petit mot pour ceux qui nous prennent en cours. Donc Arteg, c'est un événement qui est dans le cadre de Montpellier Industrie culturelle et créative avec le soutien de la métropole et organisé également avec l'ESMA, puisque nous nous trouvons dans leur très très beau studio. Voilà, c'est un événement qui a été pensé par Laurent Michaud, Suzy Wilson et moi-même. Donc je vais passer maintenant à la présentation des deux invités de ce deuxième round, qui sont Céline Kilipikis, qui est donc monteuse, et Fred Marcus, qui a une société de jeux vidéo. Je vais commencer peut-être par présenter Céline. Donc Céline, tu es monteuse dans l'audiovisuel et dans le cinéma. Tu as commencé le montage il y a un petit moment maintenant, presque 20 ans, c'est ça, hein, ouais. Et tu travailles aussi bien sur des longs métrages de fiction, sur des séries, du documentaire, et on va dire peut-être des œuvres sur lesquelles tu as travaillé, qui est la plus marquante, c'est la Tortue Rouge, qui est un long métrage d'animation dont on va parler, mais tout d'abord je vous propose plutôt une petite bande-annonce de ce long métrage. Voilà, donc c'était la bande-annonce de la Tortue Rouge, un film qui est sorti il y a quelques années. Céline, le fait pour toi, ça a été quelque chose de marquant, le montage de ce film dans ta carrière de monteuse ? Absolument. Donc c'était pas le premier film d'animation que je montais, puisque j'avais déjà monté 4, je pense, avec la même production, le même studio, qui est aussi une production Prima Linea. Et là, c'est vrai que, en fait, je suis venue sur le projet et Michael du Doc de Witt avait déjà, en fait, fait un premier animatique dans les studios Ghibli au Japon. Et donc, quand ils m'ont appelé, il fallait que je voie un très grand studio, studio Ghibli. Oui, les films de Miyazaki, tous les films. Takahata. Donc, j'avais un peu la pression, là. J'avais un peu la pression. C'est clair. J'avais un peu la pression, mais comme j'avais une grande confiance avec la Prima Linea, ils ont préféré. Voilà, ils étaient contents que ce soit moi. Et du coup, j'ai regardé l'histoire. Et d'abord, on s'est tous dit, comme chacun l'a vu, en se disant ça c'est magnifique. Ça c'est magnifique. Et vraiment, je trouve que le plus gros travail qu'il y a eu à faire, c'est absolument de conserver la pureté en fait et la simplicité du récit.
parce que forcément le scénario était très mince et donc ça se jouait beaucoup sur des sensations, des impressions, le temps, les couleurs, enfin tout vraiment était important. Et donc dans le récit, on s'est vraiment attaché à garder quelque chose de l'ordre de cette simplicité, et donc toutes les thématiques abordées, les symboles qu'il y avait dans l'image, il fallait les choisir absolument. Donc en fait, mon travail de montage, c'était non seulement de garder un peu la cohérence du trajet qu'ils avaient à faire en tant que personnage, mais également à travers les symboles qu'on allait utiliser, quoi. Et pour une monteuse, excuse-moi si je suis un peu... tu peux m'envoyer balader. Monter du film d'animation, on pourrait penser que c'est simple en fait, puisque tout est déjà construit, il n'y a pas grand-chose à créer. En fait, rien n'est construit. Tout est à créer en fait justement au montage. Parce qu'en fait, on monte avec des images fixes. Donc on doit se projeter en fait dans l'image fixe pour imaginer le temps qu'il faudrait à l'action qui ensuite sera fabriquée pour sentir une émotion, comprendre un geste, faire un trajet en fait. Donc du coup tout se fait à cette étape-là qui est donc l'étape avec des plans fixes où on se projette, c'est comme des images clés, un storyboard quoi. Et à partir de ça, quand nous on aura trouvé vraiment la bonne structure et le bon rythme, c'est à partir de là qu'ils vont construire l'image. Et là le monteur est déjà associé à cette phase donc de cinématique, je ne sais pas comment on peut rappeler ça. Mais... Animatique. Ouais, on va appeler ça. Oui, absolument. Il faut en fait, parce que c'est vraiment là en fait où se joue la narration. Super. Là, c'était la petite période sur le film d'animation. Et toi, du coup, tu es installé à Montpellier depuis pas mal d'années. Comment tu te situes justement en tant que chef monteuse à Montpellier dans l'écosystème de l'audiovisuel et du cinéma ? Alors à Montpellier, du coup, comme il y a moins de longs métrages qui se créent, j'ai d'abord fait beaucoup d'allers-retours sur Paris et puis j'ai essayé de faire venir des projets, un projet d'animation qui s'appelle Stubby, An American Hero. C'était un film américain et du coup j'ai ramené le projet ici, donc je bossais un peu sur Paris et un peu ici, mais il a fallu que je développe d'autres choses et donc j'étais très contente d'aller plus vers le documentaire en fait, qui est une autre forme de narration que j'avais un petit peu touchée à Paris, mais que ici j'ai pu beaucoup plus expérimenter et voilà, je trouve ça donc c'était intéressant et de développer ça. Et donc maintenant là tu partages ton temps entre documentaire, animation ? Oui. Je partage mon temps avec la fiction aussi. Mais voilà, pareil que j'essaye de revenir avec Sarah Band et tout ça. Il y a quelque chose qui se passe, les studios French Kiss. Et du coup, on essaye de créer une impulsion pour ramener aussi du long métrage. Mais sinon, du coup, la plupart du temps, c'est quand même le documentaire ici. Super. Et la série, bien sûr. Évidemment, les séries qui sont très nombreuses ici à Montpellier, de plus en plus. On va peut-être maintenant parler de toi, Fred. Il est temps. Donc, oui. Fred, toi, tu as fait une longue carrière dans le jeu vidéo, en grande partie d'ailleurs. Un peu comme notre invité précédent aux États-Unis. Tu es revenu il y a quelques années après avoir travaillé pour des sociétés comme Ubisoft, Nintendo, Disney, LucasArts, Epic Games, toutes les plus grosses sociétés en fait du secteur, si on doit résumer. Et là, retour ici à Montpellier pour créer ou en tout cas reprendre une activité de jeux vidéo qui s'appelle Fairy Games. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur Fairy Games ? Oui, en fait, ça vient d'une double volonté en fait de cette reprise d'une entreprise. De ne pas retourner dans le giron d'une grosse entreprise et plutôt d'être sur quelque chose de plus humain. Voilà. Donc j'avais pas envie de revenir une troisième fois dans la même entreprise majeure française du jeu vidéo qui est à Montpellier, donc Ubi. Et puis, en tout cas, pas dans les rôles habituels, ça m'intéressait pas.
Et d'autre part, je cherchais à entrer en contact avec mon audience. Et parce que quand on travaille sur des très gros projets, en fait, et chez un publisher, on est au courant de rien du tout. Tout fonctionne, tout est bien, on a des prix journalistiques partout. Mais on ne sait pas du tout vraiment comment réagit nos joueurs. Quand tu dis, c'est une tellement grosse machine que c'est... On n'a rien, on n'a aucune info en fait. On ne sait pas du tout si le jeu s'est vendu, on ne sait pas si les gens ont terminé le jeu, on ne sait rien en fait. Et moi, ça m'a beaucoup travaillé en fait tout le long de ma carrière. Et en revenant, je me suis dit tiens, autant prendre quelque chose de plus en contact avec les joueurs. Et le jeu mobile... justement permet d'avoir des expériences plus courtes et d'avoir un retour des joueurs. Donc là tu ne fais plus que des jeux mobiles maintenant. Ouais, c'est ça. Et du coup l'idée c'est de revenir à une forme d'artisanat complètement. Sur quelque chose de complètement. En fait l'idée c'est de prendre la notion d'entertainment de A à Z. C'est-à-dire quand on est chez un gros publisher, quand on travaille avec un gros publisher, on ne sait pas pourquoi on a décidé de faire, on a donné le feu vert à ce jeu par exemple. Et quelles sont les études qui ont été faites pour ça ? Pourquoi c'est lui qui a été budgété ? Comment ont été choisies les campagnes marketing, etc. etc. Tu as envie d'avoir une maîtrise J'ai envie de faire l'expérience, encore une fois, complète. C'est-à-dire arriver place de la Comédie avec un magnéto et faire que 10 minutes plus tard, il y ait 200 personnes autour qui chantent et qui dansent. Et ça, on peut pas le faire avec des intermédiaires. On peut pas comprendre ce que c'est que cette notion d'entertainer en ayant des intermédiaires partout. Voilà. On va peut-être passer un petit extrait d'un jeu que tu as fait, un jeu parmi d'autres, évidemment, qui ne représente pas, j'imagine, toute la panoplie de ce que tu as pu faire, mais au moins ça nous donne une petite idée. Voilà, on revient avec Fred. Fred, juste ce jeu, c'est un jeu pour téléphone mobile. Téléphone mobile. Et toi, du coup, explique-nous, ça se passe comment depuis que tu es rentré avec cette société ? C'est incroyablement compliqué et j'adore ça, en fait. Parce que on vit ces expériences au jour le jour. On doit faire fonctionner une entreprise, on doit s'occuper des charges, comme on dit, on doit recruter, on doit travailler en équipe, on doit choisir les projets, on doit continuer à faire fonctionner ceux qui étaient là avant, et c'est incroyablement intéressant. Et puis surtout, encore une fois, on a un contact direct avec les joueurs qui vont nous dire instantanément ton trailer, ta vidéo, elle est rigolote, mais ça nous intéresse absolument pas. Donc on n'a pas de vue, on n'a rien, ou on en a, et ces feedbacks, on les a, et on vit cette boucle tous les jours, qui est en fait complètement différente tous les jours, et qui touche tous ces domaines, de la compta au Covid, à la gestion du Covid en entreprise, au côté créatif. Donc c'est super. Riche. Merci beaucoup. Et du coup, maintenant qu'on sait à peu près à qui on a affaire avec Céline et Fred, on va en arriver à notre thématique choisie par le génial Laurent Michaud, qui est la narration. Alors il a dit, est-ce que la narration est un trait d'union entre les essais ? On peut dire que oui, Laurent, on est d'accord là-dessus. Non, ce qui va être intéressant de discuter avec vous, c'est est-ce que vous accordez beaucoup d'importance justement à la narration, à ce que racontent les œuvres sur lesquelles vous travaillez ? On peut peut-être commencer par Céline. Oui.
Évidemment. Et oui, la narration est vraiment au centre du travail, pour moi en tout cas. Et tout l'enjeu, et pour moi, à mon poste, est que cette narration, elle soit singulière et qu'elle ressemble le plus possible au réalisateur et à ce qu'il est. Voilà, et que ce soit compris en ce sens-là. Voilà, donc moi c'est vraiment ça où je place mon regard, c'est-à-dire je vois cette narration, ce qu'on comprend de cette narration, et comme il y a 1000 manières de le mettre en rythme voilà, moi je m'attache vraiment à essayer de comprendre qu'est-ce qui motive le plus le réalisateur dans cette histoire-là, et du coup de mettre en lumière voilà cette singularité, voilà. Fred, la narration, c'est quelque chose auquel tu es attaché dans les jeux vidéo. Alors, c'est pas la même narration, on a envie de dire, mais il y a une narration aussi, évidemment. Oui, il y en a. Elle est à plusieurs niveaux, en fait. Il y a, effectivement, en fonction des projets, la narration va être le centre, en fait, du projet. Hein, et on connaît tous ces jeux indés ou ces gros projets massifs avec des grandes histoires, des grandes sagas, etc., où ça prend le centre. Et puis après, il y a l'autre narration qui est en fait, par exemple, ce qu'on a vu là, la narration, elle vient de la vidéo qui est postée sur YouTube, qui va faire qu'en fait, il va y avoir intrigue, ou que quelqu'un va regarder en se disant « Mais qu'est-ce que c'est que ce Beans, en fait ça m'intrigue, j'ai jamais vu ça », va télécharger l'application et va commencer à avoir une expérience là, et on va retrouver ces problématiques de la narration classique, c'est-à-dire l'introduction, comment on introduit les éléments, comment on raconte une histoire, comment on garde le rythme, quel type de rythme on veut. Donc tous ces éléments-là sont là, je dirais, de toute façon, quelle que soit la profondeur de l'histoire. Il y a une sorte de différence entre l'histoire et la narration, en fait. On peut avoir une histoire très très profonde ou même très simple, mais la manière et les principes narratifs vont être les mêmes. Et pour toi, dans le jeu vidéo, il reste beaucoup à faire à ce niveau-là, justement ? Énormément, en fait. Alors bon, je vais peut-être me faire engueuler sur ces histoires-là, mais je pense que les artistes... beaucoup d'artistes ne sont pas encore venus du tout dans le milieu du jeu vidéo, c'est-à-dire des experts des auteurs en storytelling, des raconteurs d'histoires, des romanciers, des monteurs, la fonction du rythme, des artistes graphistes, la danse, manier la couleur. On parlait de studios japonais, par exemple, de choses comme ça. C'est des gens qui ne sont pas encore venus dans ce milieu. Et on va y arriver. Et là, on va encore avoir une autre vague absolument révolutionnaire de jeux. C'est un peu un appel que tu lances là, à tous les, tous les auteurs de France et de Navarre. Venez me voir. Ouais, c'est surtout, en fait, un appel justement aux gens qui font des outils pour faire des jeux vidéo. C'est-à-dire que plus les outils sont hermétiques, moins les auteurs vont venir. Si c'est difficile pour eux de s'asseoir et de pouvoir travailler la matière, la pâte à modeler, par exemple, encore une fois, la notion de rythme, c'est-à-dire pouvoir changer quelque chose, l'introduction d'un personnage dans un jeu, c'est-à-dire monter le jeu et puis s'apercevoir, une fois qu'on a terminé, qu'en fait, ça va pas, c'est trop lent, ou on n'a pas compris, etc., et que tout d'un coup, ça devienne la galère pour tout changer, ça ne va pas inciter les auteurs, les artistes à venir, parce que cette matière n'est pas manipulable la encore. Contrainte technique est trop importante. Ouais. Céline, quel regard tu portes, toi, justement, là, sur la narration dans le jeu vidéo, ou même sur le jeu vidéo en général? C'est toujours intéressant d'avoir un point de vue. Ah ouais, malheureusement, je ne suis pas une championne des jeux vidéo, je dois bien l'avouer. C'est pas quelque chose auquel j'ai joué
Voilà, ados, enfants, très peu. Donc ça m'intéresse. Je trouve que, enfin voilà, j'ai eu souvent des échos qui me disaient non mais c'est génial, tu es complètement pris dans un univers, tu peux choisir plusieurs étapes, c'est à toi de décider. Et du coup, je trouve ça vraiment super. Séduisant, Ouais, c'est intriguant. voilà, d'être plongé dans un univers comme moi, c'est ce que je vais chercher au cinéma, c'est d'être plongé dans un univers. Mais et voilà, et après au cinéma, on a une narration qui va d'un point A à un point B. Donc ce que je dis, on est des spectateurs passifs. Donc là, dans le jeu vidéo, on est actif, et je pense que c'est ça qui donne toute la saveur des jeux vidéo. Donc j'imagine que plus il y aura comme tu dis, de la fantaisie et de la possibilité à d'autres formes, plus ça va attirer des personnes. Moi, c'est que je passe beaucoup de temps devant les écrans. Du coup, je joue pas aux jeux vidéo à cause de ça uniquement. Mais le principe m'intéresse. Et Fred, pourtant, il y a eu pas mal de passages quand même, alors dans les deux sens, du cinéma aux jeux vidéo. Et du jeu vidéo maintenant vers le cinéma, ça se fait de plus en Oui, plus. bien sûr. Oui, ça se fait avec, on va être, voilà, plus ou moins de succès, on va dire. Plus ou moins réussi. Voilà, plus ou moins réussi. En fait, il y a eu d'énormes difficultés justement parce qu'il y a des, et pour avoir été plusieurs fois au centre de ces expériences, hein, avec des gens comme, enfin, avec des auteurs en fait, et de voir justement ces conflits. C'est possible, c'est pas possible, c'est pas comme ça qu'on fait, etc. De voir là où il y avait ces blocages. Donc effectivement, nous on est encore vraiment dans le b.a.-ba de tout ça. Ça commence vraiment à être intéressant au niveau des contraintes techniques, pas au niveau de comment on réalise un jeu, mais en tout cas de ce qui est possible de faire. On atteint maintenant la même qualité que le photoréalisme avec les nouvelles générations de machines. Il n'y a plus aucun problème technique de ce côté-là. Donc ça va être, encore une fois, les outils qui vont permettre à ces auteurs de venir et de complètement étendre. Qu'est-ce qu'on peut faire pour que les auteurs s'emparent de ces outils-là, justement ? Je pense qu'il faut apprendre une certaine patience. Travailler avec des développeurs, c'est pas facile. Ce sont des schémas qui sont assez classiques et figés. On fait un jeu comme ça, il faut passer par la programmation. Une fois qu'on a fait quelque chose, c'est figé, c'est difficile de revenir en arrière. Je pense qu'il faut qu'en fait les auteurs travaillent avec déjà des outils avec lesquels ils sont habitués et commencent à faire des montages et puissent venir en montrant, en disant bon bah voilà, essayons de faire ça maintenant. Céline, ça te donne des idées? Non, là, ce à quoi je pensais, c'est que vous pourriez travailler avec des scénaristes, en fait. Oui, c'est déjà le cas. Hein. Oui, voilà, c'est ça. Oui, voilà. On travaille déjà avec des scénaristes. Oui, voilà. Parce qu'à la limite, l'auteur, il peut avoir l'idée, le concept, et les scénaristes, ils vont s'atteler à créer toutes les oui, alors après, possibilités. il y a effectivement maintenant une spécialisation dans le scénariste interactif. C'est-à-dire que, effectivement, si le joueur décide de ne pas aller là, qu'est-ce qui va se passer? Parce que c'est ça un petit peu ce qui se passe dans le jeu vidéo. Mais je pense que ça va plus loin que ça. Ça va encore une fois jusqu'à l'editing, jusqu'à l'éclairage, jusqu'à même la manière, enfin ce qu'on exprime en fait, la manière dont je viens de revoir Le vent se lève de Miyazaki il y a 2 jours. Oui, c'est sûr. Ça fait mal, hein. Moi, Pourquoi ça fait mal? Ça fait mal parce que il y a des procédés narratifs dans ces films qui sont des vraies problématiques au niveau production ou outils dans le jeu vidéo. Des cuts, des changements de scène absolument radicaux. Dans un jeu, vous êtes dans un espace et vous êtes à cet endroit-là. Et puis tout votre narratif se passe à cet endroit-là. Là, dans un film, vous pouvez avoir des flashbacks
et vous vous retrouvez dans un endroit et un temps complètement différent en une fraction de seconde. Pourquoi c'est pas possible en jeu vidéo? C'était pas possible avant parce qu'il y avait des problèmes de vitesse de chargement, de technologie, etc. Maintenant, ces frontières-là sont en train de disparaître et c'est là que justement les auteurs peuvent commencer à apparaître, à s'exprimer. Je vous remercie vraiment beaucoup tous les deux pour cette... ouais, c'est déjà fini malheureusement. On peut continuer la discussion ailleurs. En tout cas, un grand merci d'être venu. Et on se retrouve, nous, dans 5 minutes pour la troisième partie de ce live stream avec un thème que vous devriez découvrir sur votre écran tout de suite.